Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes, mais de l'histoire de Montréal, en ce 375e anniversaire de l'histoire de Montréal. Donc, nous marquons le pas. Et cette série, elle est consacrée à des grands personnages qui ont marqué notre métropole dans toutes les sphères de l'activité humaine et qui ont marqué, bien sûr, le Québec. Alors, ce soir, nous allons parler d'Émilie Gamelin, née Tavernier. Cette femme naît à Montréal en 1800. Elle grandit dans une famille qui va être beaucoup marquée par le deuil. Elle est la petite dernière d'une famille de 15. Une famille de 15. 9 de ses frères et sœurs vont mourir en bas âge ou très jeunes. Elle va perdre sa mère à 4 ans. Elle va perdre son père à 14 ans. Elle va être élevée en partie par son frère François et par d'autres membres de la famille élargie. Ses malheurs ne s'arrêtent pas là. Elle va marier un homme formidable, qu'elle va beaucoup aimer, un homme plus âgé qu'elle, Jean-Baptiste Gamelin, un cordonnier, un homme d'affaires relativement prospère, un homme avec qui aussi elle s'entend bien sur le plan de l'engagement social. Or, après seulement 4 ans de mariage, cet homme sera emporté par la maladie. Elle va avoir 3 enfants avec cet homme. Ces 3 enfants vont mourir en bas âge. Cette femme-là se retrouve au seuil de la trentaine, orpheline, ayant perdu presque tous ses frères et sœurs. Elle est veuve et elle vit constamment le deuil de ces 3 êtres qu'elle a mis au monde. La plupart d'entre nous, nous nous serions enfoncés dans la tristesse, dans l'amertume, dans le ressentiment. Eh bien, Mme Émilie Gamelin, au lieu d'aller dans cette direction, Mme Émilie Gamelin s'est tournée vers les autres. Elle a tendu la main aux plus démunis. En 1830, elle fonde un premier refuge pour les femmes âgées. Les femmes âgées sans le sou, pauvres. C'est une œuvre qui va très tranquillement faire son chemin, qui va être soutenue par des mécènes, soutenue aussi par des femmes de la bonne société. De sorte que durant les années 1830, cette femme devient une sorte d'incontournable. En 1832, elle porte secours aux malades qui sont victimes de cette épidémie de choléra, qui emporte beaucoup de Montréalais à l'époque. En 1837, elle a une permission spéciale pour venir en aide aux prisonniers politiques à la prison du Pied-du-Courant. D'ailleurs, on la surnomme l'ange des prisonniers politiques. Elle leur apporte du tabac, elle prie avec eux, elle leur apporte du soutien. En 1843, elle décide de devenir sœur. Et elle fonde avec d'autres l'œuvre de l'Asile des Sœurs de la Providence. D'ailleurs, je salue, il y a une 20aine de Sœurs de la Providence qui sont ici. Bienvenue. Elle fonde donc cette œuvre avec le concours de Monseigneur Bourget, 2e évêque de Montréal, qui la surveille de près. D'ailleurs, elle a souvent maille à partir avec lui, on en reparlera. En 1851, elle est emportée par la maladie, le choléra. Maladie très, très grave. Pour nous parler de cette femme, pour nous parler de cette pionnière de l'engagement social au service des plus démunis, nous avons invité sa biographe qui est docteur en histoire de l'Université d'Ottawa et qui compte à son actif plusieurs livres importants sur l'histoire du Canada français. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement Mme Denise Robillard. Bienvenue. Bonsoir. Vous allez prendre place. Madame Robillard, vous me disiez justement avant qu'on commence cet entretien que ce livre a été votre premier. C'est votre premier, oui. Il y en a eu plusieurs par la suite. Oui. Il y a eu beaucoup d'écrits sur Émilie Gamelin. Oui. Beaucoup de choses ont été écrites. Qu'est-ce qui distingue votre biographie des autres écrits? Tous les autres écrits ont été faits par des religieux ou des religieuses. Donc, avec un objectif d'édification, de montrer la sainteté de la personne tout en montrant ses œuvres. Mais moi, ça m'intéressait, ça aussi, mais je voulais la placer comme une Montréalaise.
Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la Montréalaise, de quel milieu elle venait, quel a été son itinéraire, qu'est-ce qui l'a amené à cette œuvre-là, qui a été l'œuvre de sa vie, puis qui a eu raison d'elle à la fin, parce qu'elle est morte du choléra en revenant de faire une visite à des maisons. Hein, ça. Mais qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage? Pourquoi vous êtes consacré à ce personnage en particulier? Bon, Émilie, la Maison Fidèle venait de publier un livre qui était Marguerite Bourgeois, quand Montréal était un village. Ça m'intéressait, puis je me disais, la vie d'Émilie Gamelin, quand Montréal était un pommier, un verger. Parce qu'il y avait beaucoup de vergers, de pommiers, puis de poiriers dans Montréal. Et son mari, M. Gamelin, a fait le commerce des pommes. Alors, c'est mon point de départ. J'ai communiqué avec les Sœurs de la Providence et à ce moment-là, Sœur Thérèse Frigon, qui était responsable de préparer la cause de béatification d'Émilie Gamelin, venait de terminer toute la recherche dans les archives. Alors, j'avais... Le fruit est à vue. Comme sur un plateau d'argent. Ben oui, la recherche. Toute la matière était là. Alors, j'avais le goût d'écrire, alors je me suis mise à écrire. Vous dites, les écrits précédents étaient dans un objectif d'édification. Vous vouliez situer Mme Gamelin dans Montréal de cette époque, le cadre social, mais en même temps, on sent que vous avez une admiration pour cette femme. Ah, mais forcément, quand on passe à travers tous les éléments de sa vie, comme vous disiez dans la présentation, les autres, n'importe qui serait désespéré. Elle, c'était comme un coup d'épée pour l'envoyer plus loin. C'était vraiment... C'était une femme d'une énergie extraordinaire. Moi, je l'ai découverte en passant à travers les documents. Parlez-nous justement du milieu familial d'Émilie Tavernier. Bon, Émilie Tavernier, oui. Bon, c'est la fille d'un colonel qui était venu, d'un colonel français, qui était venu guerroyer, Antoine ou Julien Tavernier, qui était venu guerroyer contre les Anglais. Et puis, en même temps, c'est que ils étaient colons. Quand il n'y avait pas les guerres avec les Anglais, il faisait la colonie. De sorte que ce militaire-là s'est marié et puis a eu 3 enfants. Et il est mort dans une bataille en 1756, je pense. Les dernières batailles là, avant la conquête. Alors, les 3 enfants, de ces 3 enfants, un va être le père d'Émilie, qui va se marier. Les 3 enfants vont se marier. Ce qui est intéressant, la fille qui s'appelait Marianne va, elle, tout de suite épouser quelqu'un d'important qui est d'une échelle sociale supérieure à la famille Tavernier, parce que c'est des gens pauvres. Hein. Le père a travaillé constamment. Il s'est établi sur la terre Providence. Il y avait un bail amphithéotique avec les hospitalières de Saint-Joseph. C'était une terre qui leur avait été donnée par les notaires Basset de Montréal, qui étaient 2 célibataires, donc il n'y avait pas de descendants. Donc, mais là, en 1823, elle rencontre ce Jean-Baptiste Gamelin. C'est ça. Parlez-nous de lui. Oui, il demeurait tout près sur la rue Saint-Antoine. Lui, c'est un... Là, elle est revenue à Montréal. Oui, elle est restée 2 ans, 1920-22. En 23, elle revient et elle demeure aussi parce que sa tante est décédée. Donc, il demeure sur la rue Saint-Antoine et c'est là que Jean-Baptiste s'est fait bâtir une maison. Parce que là, il est prospère, il a 50 ans. Oui, c'est ça. Alors, il est prospère, on l'appelle bourgeois, et puis il est marchand. Il loue à tous les automnes, il loue des vergers, parce qu'il y avait beaucoup de vergers, de pommiers et de poiriers sur l'île de Montréal. Alors, il loue des vergers, et puis il fait faire la cueillette, il met ça dans des barils, il prend le bateau, il va s'en aller vendre ça à Québec. Alors, c'est son métier. C'est comme ça qu'il devient prospère. Émilie, elle, alors lui, là, il est prospère, donc il épouse Émilie, il la connaît, puis il l'apprécie, et puis il décide de... Et ça s'est fait vite, parce que ce monsieur Gamelin avait déjà fait une promesse de mariage à une fille plusieurs années auparavant, et le matin où il était censé se présenter, il avait décidé
de pas se marier. Oh. Alors, il y avait une réputation. Oui, oui. Alors, pour Émilie passe devant le notaire. Et puis l'après-midi, elles vont à Notre-Dame pour se marier. Tant que l'encre n'était pas sèche... La chose s'est faite dans la même journée. Oui, dans la même journée, au cas où il changerait d'idée. Oui. Maintenant, ce que vous racontez dans votre biographie qui est touchant, c'est que vous dites, vous croyez que c'était un mariage d'amour, mais aussi un mariage d'engagement. Oui. Mariage d'amour, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui le disent. Quand il est sur son lit de mort, il avait gardé chez lui un pauvre, un idiot, là, comme on disait à l'époque, qui lui avait sauvé la vie parce qu'il avait été attaqué dans le port par des bandits qui l'avaient un peu laissé pour mort. Et puis c'est lui, cet idiot-là, qui avait averti les gens pour venir au secours de lui. Alors lui vivait, cet idiot-là, avec sa vieille mère. Alors Jean-Baptiste s'en est occupé, parce qu'il y avait 2 appartements dans sa maison, s'en est occupé. Et quand il est mort, il a demandé à Émilie de s'occuper, il dit, de ce pauvre-là en souvenir de notre amour. C'est ses paroles à lui. Ah, oui. Alors, c'est pas une... Oui, c'est pas une invention une conclusion, pour faire joli, là, non, dans un livre. Non, et non. c'est lui qui le dit en souvenir de notre amour. Parce qu'ils sont... Puis quand il la présentait, il disait « ma belle grande épouse ». C'était une grande femme, Émilie. Et puis, bien sûr, contrairement au portrait qui a été fait d'elle à 43 ans, elle devait être beaucoup plus jolie que ce qu'on a gardé avec une figure plutôt sévère. Plutôt austère, oui. Mais je reviens sur l'idée de l'engagement. C'est que ce Jean-Baptiste Gamelin, c'était aussi un homme qui... Bon, vous avez parlé de cet idiot, de ce monsieur qui était déficient, mais c'est un homme qui était très engagé. Oui, qui était très engagé, qui donnait, comme il était prospère, qui donnait de l'argent aux pauvres. Quand il fait son testament, par exemple, il y a des sommes pour un tel, des souliers aux pauvres. Il y a vraiment toute une série de dons qui sont faits aux miséreux. Il y avait tellement de pauvreté, tellement de misère, que ceux qui avaient de l'argent et qui avaient peiné pour obtenir cet argent-là, qui avaient été pauvres eux autres aussi, contribuait à ce qu'il y ait un relèvement de la société. Alors, quand il va mourir, après seulement 4 ans, il ne laisse pas donc sa veuve, sa femme, il la laisse avec une certaine aisance quand même. Oui, c'est une veuve, elle fait partie de la bourgeoisie maintenant. C'est ça. Depuis son mariage avec Jean-Baptiste, elle fait partie de la bourgeoisie, comme Mme Denis Benjamin Vigée, comme Mme Adèle Lafontaine, comme Mme Jacques Vigée, toutes ces dames-là qui sont soit ses parentes, soit ses amies. Maintenant, avant d'entrer dans son engagement social des années 1830, peignez-nous un peu un portrait du Montréal de l'époque, c'est-à-dire les itinérants, les plus démunis, les pauvres. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y en a plus à ce moment-là qu'il y en avait avant? Comment ça se présente? Des pauvres, il y en a toujours eu. C'était des pauvres itinérants qui passaient dans les maisons. Je veux dire, quand j'étais jeune, il y avait encore des quêteux qui venaient sonner l'été, qui venaient sonner chez moi. Maman le faisait entrer. Elle lui donnait à manger. Alors, c'est une tradition de Montréal. Les pauvres demandaient l'aumône pour l'amour du bon Dieu. Tu sais. Alors, c'était courant. Quand on sait quel était l'état de la colonie au moment de la conquête, c'est la supérieure des Sœurs Grises écrit dans les annales qu'elle voyait les gens, au moment de la conquête, là, manger des racines et manger de l'herbe. Parce qu'ils n'avaient rien à manger. C'est ça. Et puis la monnaie, on avait la monnaie de cartes. Il n'y avait plus d'argent. On prenait des cartes à jouer pour mettre une somme. Alors, il y avait une espèce de société qui était complètement à l'abandon, qui avait été abandonnée à cause d'un intendant stupide qui s'était pas occupé de la colonie. Est-ce qu'il y a un moment où Émilie Gamelin songe à se remarier, ou est-ce que c'est comme si, avec tous ses deuils, c'est comme si là, elle tourne la page sur ce type de vie familiale? Bon, d'abord, la demande de son mari lui donne comme une orientation. Et c'est d'ailleurs son orientation à elle aussi. Parce qu'elle accueille dans sa maison des femmes. Elles ont
pris l'habitude, plusieurs femmes, de visiter les maisons parce qu'elles se rendent compte que quand on visite à domicile, on s'aperçoit tout à coup que dans le fond de la cuisine, il y a une vieille dont on ne s'occupe pas, qui est sale, qui est malpropre, qui est malade, qui est démente. Alors, en allant dans les maisons, elles pouvaient se rendre compte de la pauvreté et discerner les besoins. Et ces besoins-là, c'est ça qui les a amenés à avoir des maisons. Pour recueillir ces femmes-là qui étaient maltraitées dans les maisons. Et donc, c'est en 1830, dites-vous, qu'elle va ouvrir, mais là, dans un petit bout d'appartement qui lui est prêté, le premier refuge. Oui, c'est ça, parce qu'en 27, à partir du moment où elle est veuve seule, son troisième enfant va mourir en 28. Alors après, ces vieilles-là, elle va toujours visiter à domicile. Puis avec l'argent, elle leur apporte la nourriture. Hein. Elle part avec un sac, là, et puis elle leur apporte la nourriture. Elle fait le tour des hôtels et elle va au marché pour recueillir les denrées qui ne sont pas vendues. Supplémentaires, et puis pour apporter ça aux pauvres. Et puis, à partir les premières vieilles, elle va les accueillir chez elle. Chez elle. Parce que dans la maison, il y a deux maisons, donc elle les accueille dans la deuxième maison. Et quand il y en a trop, là, elle demande d'avoir une maison. C'est ça. Et elle va demander aux Sulpiciens, je pense en 1830, il y a une maison le bas d'une maison. Les Sulpiciens avaient une école au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Il y avait une école pour les filles. Alors, on lui a laissé le bas de la maison pour recueillir ces vieilles. Ces vieilles, c'était une dizaine de personnes. C'était pas énorme, mais c'est quand même... On ne garde pas ça dans une maison. Non, mais non. Il faut un règlement. Et au fil des années 30, il y en aura de plus en plus. Oui, il y en aura de plus en plus. Bien, elle va aussi pas être capable de faire ça toute seule. Elle va avoir des aides. Il y a des jeunes filles, Mademoiselle Thibodeau, par exemple, elle qui avait été chez les hospitalières de Saint-Joseph, et puis à un moment donné, qui connaît Mme Gamelin, puis Mme Gamelin a dit, je vais te trouver du travail. Alors, elle est venue, elle a aimé ça, et elle a décidé de consacrer le reste de sa vie à s'occuper des femmes avec Mme Gamelin. Et parlez-nous de ce mécène, là. Il va jouer un rôle important en 1836. Oui, en 1836, c'est Olivier Berthollet. Bien, Olivier Berthollet, c'est le mécène de tout Montréal. Lui, il avait fait de l'argent dans le commerce des maisons, donc il était riche. Et il est enterré d'ailleurs chez les Sœurs Grises. Hein, et puis, c'était encore la charité. Hein? Alors, Mme Gamelin, qui avait besoin d'une maison, a dit à ses vieilles, on invite M. Berthollet, et puis demandez-lui. Puis il y avait une de ces vieilles là, qui avait du bagou. Alors, elle dit, Monsieur Berthollet, elle dit, vous qui avez beaucoup de maisons, là, elle dit, vous ne pourriez pas nous en donner une? Ouais. Et lui, il leur a donné la maison jaune. Voilà. C'était une maison au coin de la rue Sainte-Catherine et Saint-Christophe, je pense. Puis c'était une maison à 2 ou 3 étages qui était un peu laissée. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, là, la rue Sainte-Catherine, là, c'est pas très Montréal. Hein? C'est en dehors de la ville. Hein? Il y avait des chemins de terre. Et puis, il y avait des mauvais garçons qui allaient dans ces maisons-là, des maisons construites en bois, parce qu'on n'avait pas le droit de construire en bois dans le Vieux-Montréal. Donc, on construisait en dehors des fortifications. Parce que les fortifications, c'est en 1802 qu'on les a détruites. Et puis, quand elle avait très rapidement s'était rendue compte, parce que c'était des femmes, on peut s'imaginer, lorsque c'est des vieilles qui arrivent, qui ne sont pas en bon état de santé, qui sont un petit peu perdues, avoir des chicanes. Alors, très vite, elle a dû mettre un règlement, imposer un règlement pour avoir l'ordre. Et puis, là, parmi les règlements, quand elle a eu des aides, elle dit qu'il les appelait la vieille, tu sais, la vieille une telle, là. Là, elle dit non, c'est madame. C'est ça. C'est madame. Il faut les respecter. Et considérer que c'était aussi respectable. Les pauvres sont aussi respectables que les riches. Donc, elle a cette œuvre dont elle s'occupe, qu'elle trouve du financement, mais en même temps, quand il y a une épidémie de choléra, comme en 1832, elle intervient, elle ne reste pas les bras croisés. Parlez-nous de cette épidémie, puis qu'est-ce qu'elle fait pour aider les gens? L'épidémie de choléra, la première
parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Il y en a en 32, il y en a en 36, il y en a en 37, il y en a en 39. Oui. Bon, dans sa vie. Alors, dès qu'elle a, au moment de l'Union, en 1840, l'épidémie de choléra est arrivée. Bon, c'est bien. Alors, là, elle va mettre à contribution ses parentes et ses amis. Il y a une dizaine de femmes dont 5 sont ses belles-sœurs, et puis ses amies. Toutes des femmes, la baronne de Longueuil, bon, tout ça. C'était ces femmes-là qui, Mme Denis Benjamin Vigée, et toutes ces femmes-là, j'ai la liste. Ça va. Bon. Et on les met à contribution, et puis pour aller soigner, parce que là... Oui, mais ça ressemblait à quoi, cette maladie? Comment ça... D'abord, c'est des gens qui arrivaient de Québec, qui étaient passés par la Grosse-Île et qui étaient venus d'Irlande. Parce qu'en Irlande, il y avait eu la famine avec le mildiou, qui avait détruit les récoltes de pommes de terre. Et les Irlandais, en particulier les Irlandais catholiques, ne possédaient pas de terre. Ils louaient les terres pour cultiver les pommes de terre. Mais comme les pommes de terre ne venaient plus, ils étaient obligés de payer un loyer aux propriétaires terriens. Mais en Irlande, il y avait du blé, il y avait de l'orge, il y avait des bovins, il y avait du bœuf, mais les Irlandais étaient trop pauvres pour l'acheter. De sorte que c'est comme ça qu'ils mouraient de faim. Alors, ils ont décidé de s'en aller, de prendre le bateau et puis de s'en venir au Canada. Et c'est comme ça que les épidémies, ça sont déclarées sur les bateaux. Et quant à la Grosse-Île, on faisait le tri, mais un tri relatif. Ouais. Quand elles arrivaient, une partie s'en allait à Québec, une autre partie à Montréal. Et là, il fallait les loger. Il y avait 23 000 de population à Montréal, 20 000 à Québec, puis ils arrivaient 12 000, 10 000. Alors, le gouvernement, ici à Montréal, a construit à la Pointe-Saint-Charles les sheds, ce qu'on appelait les sheds. Donc, c'était des grands bâtiments avec des espèces de lits, là, de fortune. De la paille qu'il y avait dessus, et puis où on mettait les malades. Et pour visiter les malades, il y avait les hospitalières de Saint-Joseph. Monseigneur ne voulait pas, parce que les hospitalières tenaient l'hôpital. Il ne s'agissait pas de mettre l'épidémie à l'hôpital. Mais il y avait les Sœurs Grises et il y avait les Sœurs de la Providence. Mais en 1932, il n'y a pas encore de Sœurs de la Providence. Non. Mais c'est des gens, c'est les religieuses quand même. Mais ces femmes-là s'exposaient. Oui, elles s'exposaient. Puis il y en a qui sont mortes aussi. Il y a les prêtres qui sont morts. Même Monseigneur Bourgette, il a eu le typhus. Il est guéri, lui, mais l'évêque de Toronto, Monseigneur Power, il est mort du choléra, du typhus en 1947. C'est un prêtre de la Prairie. Hein, non, c'est incroyable. Donc, ça prenait un énorme courage pour aller au-devant de ces malades, les soigner. C'est d'autant plus étonnant qu'on avait une peur bleue des épidémies. Hein. On voit les photos avec la faucille puis les masques terrifiants. Ça vient du Moyen Âge, mais des épidémies, il y en avait encore. Oui, c'est ça. Il y avait une peur, ça faisait fuir. Mais elle voyait du monde. C'était des femmes et des enfants aussi. Hein. Ouais, il y avait des femmes et des enfants. Puis là, ça attirait. En tout cas, la population s'est vraiment mise à l'œuvre pour venir en aide à ces gens-là. Faisons un petit saut dans le temps. On arrive en 1837. Et là, elle obtient une permission pour aller visiter des prisonniers, vous dites bien, vous m'avez dit tout à l'heure, politiques, alors que dans les documents, les sœurs parfois ont un petit peu effacé politique pour ne pas trop être polémique. Mais elle allait visiter des prisonniers politiques. Comment elle a eu cette permission et qu'est-ce qu'elle faisait? Pendant les troubles de 1937, il y a des Québécois, des Canadiens qui ont été emprisonnés. Oui. Son frère François faisait partie des Fils de la Liberté qui ont manifesté à la place d'Armes. Il a été emprisonné avec une dizaine d'autres. Et puis le notaire Giroir. Et d'ailleurs, le notaire Giroir, qui avait un talent pour du dessin, a fait le portrait de tous ceux qui avaient été emprisonnés avec lui. C'est comme ça qu'on a le portrait de François Tavernier quand il était en prison. Alors, Mme Gamelin, elle, recevait aussi, parce qu'elle était connue, on l'appelait la Providence des pauvres. Hein. Elle était connue. Les femmes qui voulaient
donner des choses, communiquer avec leur mari qui était emprisonné, commençaient par aller visiter Mme Gamelin. Il leur écrivait des lettres, leur apportait du tabac, des bonbons. Mais comment elle a eu cette permission? Parce qu'on lui faisait confiance, les autorités... Elle a obtenu cette permission-là que Monseigneur Bourchette n'a pas eue. Quand même. C'est sa réputation. Oui. Sa réputation. Donc, elle était l'intermédiaire de ses épouses. Exactement. Qui se demandaient ce qui se passait. Puis, une de ces femmes-là, qui avait une petite fille de 10-11 ans, alors Mme Gamelin allait toujours avec une de ses parentes, Mme Gauvin, et puis elle a amené la petite fille avec elle, elle a pu voir son père. Est-ce qu'on sait si elle avait une sorte de sympathie pour le mouvement patriote? Ou dans sa famille, à cette époque-là, toutes les familles, c'était mélangé. Il y avait des patriotes, puis il y avait des bureaucrates. La famille Cuvillier, par exemple, c'est l'époux d'une de ses cousines. Cuvillier, c'était un bureaucrate. Tandis qu'elle a un cousin Perrault qui a été tué dans un engagement patriote. Donc, on peut penser qu'elle avait de la sympathie. Parce que, et les gens... Les militaires là, qui surveillaient partout, qui ont dit ils l'ont soupçonné de cacher des armes. Alors, ça n'a jamais été démontré. les militaires sont venus, puis Mme Gamelin a dit « Venez, venez, je vais vous les montrer ». Elle ouvre la salle où étaient toutes ces vieilles, elle dit « Voilà mes armes ». En tout cas, ce qui est très touchant, c'est qu'il y a le notaire Jean-Joseph Giroir, qui était lui-même un patriote, qui a lui-même été emprisonné, qui a vu donc Émilie Gamelin agir. Et il écrit à sa femme cette lettre que je vais vous lire. Les femmes, qui va faire plaisir à plusieurs d'entre vous, les femmes, oui, les femmes sont sans contredit la meilleure partie des êtres de la création. Je le savais. On dirait qu'elles ont l'instinct du bien et de la vertu, et elles sont on ne peut plus ingénieuses et admirables quand il s'agit de venir au secours de toutes les espèces d'infortune. Donc, ça avait beaucoup inspiré. D'ailleurs, c'est la citation qu'on trouve en exergue de votre livre. Ah oui, parce que... Hein, ça l'avait beaucoup marqué. C'est une perle. Ah oui, parce que lui, il écrit ça à sa femme quelques années après, mais il avait été tellement touché, parce qu'il a visité Mme Gamelin. Hein. Il est allé la visiter après. Ouais. Puis il avait vu ces vieilles, il avait vu comment on les traitait. Et ça l'a touché, ça. Ça l'a touché, parce qu'elles étaient propres, elles étaient bien, elles mangeaient bien. Alors, on arrive après les rébellions, et là, on est dans une sorte de période un peu particulière. Les historiens ont parlé d'une période de réveil religieux, de renouveau religieux. Avant de parler du cas d'Émilie Gamelin, peut-être plantez-nous un peu le décor. Oui. Comment expliquer cette période et quel était le programme de Monseigneur Bourget? Bon, bien, d'abord, il faut parler un peu de Monseigneur Lartigue. Hein? Oui. Parce que Monseigneur Lartigue a d'abord fait des études pour devenir avocat. Il a fait 4 années d'études et après, il a décidé de se faire prêtre. C'était un sulpicien. Et puis, quand il a été nommé évêque, ça n'a pas du tout fait l'affaire des sulpiciens. Les sulpiciens, à l'époque, étaient les seigneurs de l'île de Montréal. La paroisse Notre-Dame, c'était la paroisse. Il n'y était pas question d'avoir d'autres paroisses que la paroisse. S'il y avait... Et ils étaient tous français, les sulpiciens. Oui. C'est ça. Il y avait quelques Canadiens déjà qu'ils avaient dû admettre, mais qu'ils n'appréciaient pas beaucoup. Mais pour revenir... Attends, j'ai perdu le fil. C'est pas grave, excusez-moi. Donc, Monseigneur Lartigue devient évêque. C'est ça. Et c'est ça. Quand Monseigneur Lartigue est nommé évêque, il vient loger au séminaire. C'est un sulpicien. Et puis, évidemment, il y a un siège épiscopal, mais on ne veut pas le nommer. C'était le vicaire. On considérait le supérieur de Saint-Sulpice comme le vicaire général de l'évêque de Québec. Alors, Monseigneur Lartigue, il n'était pas question qu'il soit l'évêque de Montréal, mais l'évêque à Montréal. Il y a une nuance.
Et un jour que Monseigneur Lartigue, pour aller visiter le diocèse de Montréal, était très grand. Hein? Ça couvrait tout ce qui est aujourd'hui jusqu'à Ottawa, là, hein? Jusqu'à l'Outaouais. Tout ça, c'est le diocèse de Montréal. Un jour que Monseigneur Lartigue avait traversé le fleuve pour faire la visite des paroisses sur la Rive-Sud, pendant son absence, les marguilliers de Notre-Dame ont pris la chaire, le siège épiscopal, et l'ont enlevé. Les serviteurs des Sulpiciens sont conscients de ça, se rendent compte de ça, et on court dans la ville. Monseigneur sacre l'évêque et les Sulpiciens le sacrent dehors. Ça montre le respect qu'on avait. Et quand il revient, Monseigneur Lartigue est obligé de résider chez les hospitalières de l'Hôtel-Dieu, qui était là, qui était tout près, là, près de la rue Saint-Sulpice. Alors, et quand ils ont vu ça, les cousins Germain, les trois cousins Germain, Lartigue, Denis Benjamin Vigée et Louis-Joseph Papineau, c'était trois cousins Germain. Leur mère, leurs trois mères étaient des Charriers. Et puis là, ils ont dit, hein, notre cousin, on va s'en occuper. Alors, ils ont lancé une souscription pour construire l'église Saint-Jacques. C'est comme ça qu'est née la paroisse Saint-Jacques. Et l'église Saint-Jacques a été terminée avant l'église Notre-Dame. La nouvelle, parce que l'église Notre-Dame aussi se renouvelait. Puis il y a eu une nouvelle église Notre-Dame qui a été construite derrière l'église, parce que l'église Notre-Dame, la première, ça bouchait la rue Notre-Dame, de sorte qu'on pouvait construire à côté sans nuire au service. Mais là, Monseigneur Bourget va remplacer Monseigneur Lartigue. Oui, mais... Et là, il amène beaucoup de religieux. Monseigneur Bourget, Monseigneur Lartigue avait comme secrétaire Ignace Bourget. Oui. Et c'est comme ça que Monseigneur Lartigue avait un plan pour le développement de son diocèse. Mais là, il est mort en 40. Bourget est nommé à sa place. Et là, Bourget, qui avait tout le plan de Monseigneur Lartigue, décide de le mettre en œuvre. Avec son énergie. Avec tout son énergie. Son leadership. Et puis, c'est ça, son leadership, puis son dynamisme. Là, il s'en va en 41 pour sa première visite à Limina, à Rome. Donc, et là, les besoins sont là. Hein. C'est en 41. Là, il y a eu les 2-3 épidémies. Il y a eu les immigrés. À chaque épidémie, il y a une nouvelle immigration. Hein. Donc, la population... La croissance est extraordinaire. Il y a du monde, ça n'a pas de bon sens. Et il y a des succursales. On a des lieux pour le culte. Il ne faut pas que ce soit des paroisses, mais on appelle ça des succursales. Des succursales. Ouais. Alors là, Monseigneur Bourget s'en va là-bas. Et il faut remarquer, l'œuvre d'Émilie Gamelin, Monseigneur Lartigue la connaissait, il se rencontrait souvent et il appréciait beaucoup ce qu'Émilie Gamelin faisait. Et Monseigneur Bourget, la même chose. De sorte qu'il appréciait beaucoup ce qu'elle faisait, au point qu'il voulait que dans chacune de ses paroisses, parce que ces paroisses, c'était tout en dehors de Montréal, dans chacune de ces paroisses, il y ait un asile de la Providence pour recueillir les pauvres, parce que des pauvres, il y en avait. Alors, on avait besoin de ça pour les recueillir. C'est ça. Mais en même temps, c'est comme si, moi, j'ai l'impression, quand on vous lit, d'ailleurs, Guy Lapeyrière, dans son livre « Histoire des communautés religieuses au Québec », en parle aussi, c'est-à-dire qu'on crée cette œuvre de façon, disons, civile en 1840-41, je crois, mais on a l'impression que Monseigneur Bourget veut absolument qu'il y ait une espèce de mainmise du religieux sur cette œuvre laïque. Comment ça se... C'est d'abord parce qu'il a dit lui-même, hein, dans sa lettre pastorale, quand il annonce que les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul s'en viennent pour prendre l'œuvre de la Providence, il a dit pour assurer la permanence de l'œuvre si admirable de notre paroissienne Émilie Gamelin. Donc, il admirait l'œuvre, il admirait ce que faisait Mme Gamelin, mais il voyait bien que... C'est pas elle qui pouvait assurer la permanence. Elle avait 50 ans, là, 43, quand elle suit le siècle. Donc, c'était son objectif. Il y avait un objectif d'Église. Il faut dire que c'était, à cette époque-là, sous le pontificat de Grégoire XVI et de Pie IX, c'était une Église
très cléricale, une église de pouvoir. Une église assez autoritaire aussi. Autoritaire, bien sûr. Une église qui se défendait. Une église qui avait peur du socialisme et qui vraiment... qui ne voyait pas... Je regarde, par exemple, il y a un prêtre américain qui, au moment où Léon XIII a publié sa lettre pastorale, 1893, 93, là, oui. lui, ce prêtre américain-là, prêtre catholique, avait compris que dans cette encyclique-là, il y avait tout ce qu'il fallait pour que l'Église catholique se développe sur le plan social. Puis il a été professeur de sociologie à Notre-Dame University. Et puis, c'est ce prêtre-là que Joseph Charbonneau a suivi des cours avec lui en 1816. En 1916. Mais il y avait... mais dans la mentalité du haut clergé, c'est eux autres qui avaient peur. Il y a une espèce de peur viscérale. On avait tellement peur qu'on voulait toujours protéger les gens. Oui, c'est ça. Ça nuit à l'Église. Hein, je comprends, mais quand on a l'impression... Parce que là, Émilie Gamelin devient sœur en 1843. Oui. Comment est-ce qu'elle devient sœur parce qu'elle a le sentiment, sûrement parce qu'elle avait la foi, il y avait sûrement un élan religieux, mais est-ce qu'il y avait aussi une espèce de décision en disant, si l'œuvre que j'ai contribué à bâtir est sous la houlette de l'Église, j'ai pas trop le choix de devenir sœur? Est-ce qu'il y a un peu de ça? Il y a de ça, parce que d'abord, Monseigneur Bourgette l'a envoyé avec M. Lacroix et sa cousine chez les Sœurs de la Charité d'Emmitsburg aux États-Unis pour obtenir les règles, et la règle de Saint-François, puis les règles de la communauté. Alors, quand elle est revenue, la communauté était déjà, les 7 premières fondatrices étaient là. Mme Gamelin n'y était pas. Mais là, Mme Gamelin, on est en 43, là. En 42, Mme Gamelin était à ce point dévouée à son œuvre qu'elle avait fait un vœu privé de consacrer le reste de sa vie à ses vieilles. Elle n'avait plus de maison personnelle. Elle avait sa chambre dans l'asile de la Providence. Donc, on devine aussi que le petit héritage de son mari était complètement évaporé. On ne sait pas, mais en tout cas, elle l'a utilisé pour son œuvre. Et c'était vraiment, c'était son dévouement, sa charité qui lui a inspiré de consacrer sa vie à l'œuvre. Et là, quand elle voit que des sœurs étrangères vont venir, elle, c'est sa maison. Monseigneur Bourgette a fait le noviciat dans sa maison, dans l'asile de la Providence. Et les sœurs, comme on dit, les novices, hein, la vocation religieuse, ça nous met un petit peu plus haut que les laïcs. Hein. Alors, on l'appelait, elle était la directrice de l'œuvre, mais on l'appelait Madame la Séculière. Tu sais, elle devait sentir l'espèce de... que son œuvre allait lui échapper. Moi, c'est ce que je perçois. De sorte qu'elle a compris que si elle n'entrait pas dans cette communauté-là, on n'a pas de preuve que c'est Monseigneur Bourgette qui lui a demandé. Mais, parce qu'il la respectait, puis elle est toujours restée directrice. Tu sais. Mais elle a compris qu'elle ne pouvait pas continuer dans une espèce de quiproquo. Là, hein. Les choses n'étaient pas claires. D'autant plus que la corporation de 1841, qui était une corporation civile composée de 10 personnes, 10 laïcs, à mesure que des laïcs soit disparaissaient, mouraient ou cessaient d'appartenir à la corporation, Monseigneur Bourgette y plaçait des religieuses. Et quand Mme Gamelin a décidé de se faire religieuse, non sans déchirement, parce qu'elle n'a même pas pu aller, comme elle faisait d'habitude, souper chez sa cousine. Elle lui a écrit une lettre qu'elle lui a fait envoyer pour lui dire « J'ai pas été capable de faire des adieux, c'est trop déchirant pour moi. » Puis elle m'a dit « Venez me visiter, je vais vous recevoir, inquiétez-vous pas. » Mais moi, je ne pouvais pas aller. On s'imagine qu'elle pleurait. Hein? OK, donc c'est pas une conversion, en guillemets, à la Marie Guyard, là. Non. C'est pas tout à fait le même état d'esprit, on peut imaginer, de la part d'Émilie Gamelin. Non. Ouais. Elle, c'est une conversion sociale qui est faite depuis très longtemps. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair. Hein? Ça, c'est clair. Et c'est
elle a compris que cette vocation sociale-là, elle ne pouvait pas la continuer facilement autrement que dans la communauté religieuse. Voilà. Maintenant, parlons de cette conception qu'elle a du religieux, de la religion. Ça, c'est quelque chose qui frappe quand on vous lit. Ce côté extrêmement austère, rigoriste. Oui. Cette absence de gaieté, de joie, ce mépris du monde. Écoutez, j'ai trouvé, trouvé une citation, je crois, d'un journal qu'elle tient. Hein? Elle écrit la chose suivante, parce qu'à un moment donné, il arrive un événement, et puis elle se fait des reproches, elle dit qu'elle n'a peut-être pas bien agi. Les retraites. Bon, c'est ça, durant une retraite. Et là, elle me dit, je me suis trouvée indigne d'être à la tête d'un troupeau de vierges qui n'ont jamais connu le mal qui règne dans ce monde, étant toutes pures aux yeux du Seigneur, en comparaison d'une femme du monde qui a joui de tous ses divertissements. Ça, c'est elle. Oui. Et qui mérite, à bon droit, d'être punie et humiliée. Elle écrit ça avec un H majuscule. Là, j'ai prié le Seigneur de ne pas épargner, hein, de ne pas m'épargner dans ce monde. Donc, un monde, c'est ça, c'était comme la conception de l'époque. Bon, d'abord, je vais faire deux remarques. Oui. Première remarque, d'abord, c'est vrai que la vie était dure. Hein? La vie était dure. Quand elle a perdu ses 3 enfants, son mari, son directeur spirituel, un sulpicien, lui a donné une image de Notre-Dame des 7 douleurs. C'était elle, hein? C'était elle, la femme des douleurs. Ouais. Donc, la vie était dure. Mais pour ce qui est de... Juste là-dessus, vous racontez qu'elle voulait garder une mèche de cheveux d'un de ses enfants, et qu'est-ce qu'on lui dit? Non, c'est quand ça, c'est les retraites. Ça va rentrer dans la deuxième remarque. Ça m'a choqué, oui. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, puis que là, je n'ai pas eu le temps de faire toute la recherche, c'est que là, à partir du moment où il y a une communauté qui se forme, il y a des prédicateurs qui viennent former les novices, puis qui viennent... Donc, c'est le discours des prédicateurs qu'elle répète. Ça, il n'y a pas d'autre... C'est pas son langage à elle. C'est le langage qui, tu sais, le mépris du monde et puis l'indignité et puis tout ça. Mais elle gobe ça, hein? Si tu veux. Elle suit les retraites et puis elle est religieuse. C'est le discours qui est tenu par la prédication. Il faudrait lire les livres sur la prédication à Montréal. Là, de M. Louis Rousseau. Louis Rousseau. C'est vraiment... Et la peur de l'enfer et tout le tralala, c'était... On est loin de Jésus et ton ami. Mais au moins. On est loin de ça. C'est ça. Il y a au moins ça, c'est ça. Mais ça, c'est la prédication. Les retraites pour les religieuses, là, c'est à la planche, à une semaine de temps, avec des sermons le matin, midi, soir. Bien, je veux dire... puis c'était des femmes, il ne faut pas oublier, des femmes qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, certaines qui n'en avaient pas. Donc, c'était la seule intellectualité qu'on faisait, qu'elles pouvaient faire. Mais c'est dur, mais là, la mèche de cheveux, je veux que vous m'expliquiez. Et c'est dans une de ces retraites-là qu'on demande de faire des sacrifices. Hein? C'est-à-dire, il faut faire de plus en plus de sacrifices. Et là, je pense que c'est Monseigneur Prince, je ne me souviens plus qui, peu importe, que lui dit, pour faire le sacrifice des mèches de ses 3 enfants qu'elle avait gardées dans un sachet. C'est dur à gober aujourd'hui, ça. Là, elle est obligée descendre au sol de la maison qui était ici au coin de Saint-Hubert, Sainte-Catherine. Et puis, elle a mis ça sur un soliveau. Ah oui. Oui, c'est sûr. Tu sais. Mais elle suivait le courant de la spiritualité de l'époque. Hein. Alors, non, mais je veux dire, moi, je suis né en 69. Moi, j'ai grandi dans l'esprit de Vatican II. Oui, c'est ça. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quand on lit ça, on comprend mieux ce mouvement de réforme aussi interne à l'Église pour dire, quand même. Ah, oui. Mais c'est pour ça. Le succès de Vatican II, c'est que c'était en réaction contre ça. Voilà, exactement. C'était en réaction contre ça. Présentez-nous, évidemment, trop rapidement, en rafale, mais là, il y a cette œuvre de l'asile de la Providence, des Sœurs de la Providence, mais il y a plusieurs autres œuvres qu'elle va lancer durant les années 40. Elle est extrêmement active. C'est ça. Parce que quelques exemples. Oui. Quand Monseigneur Bourgette présente la Providence, l'asile de la Providence, ça, il dit à un moment donné, il nous faut une œuvre qui va être capable de s'occuper de
tous les besoins, toutes les misères dont personne ne s'occupe. C'est la Providence qui s'en occupe. Oui, c'était tout un contrat, là, quand même. À un moment donné, elle reçoit une personne qui avait été à l'Hôtel-Dieu, puis qui avait des crises de démence, là, et elle l'accueille. Et puis, elle menace de se jeter par la fenêtre au troisième étage de l'asile de la Providence, là. Alors, ils ont réussi à la mettre, puis elle était violente. Alors, on l'a mis dans une salle... On l'a un peu isolée. Dans une loge, là, pour la protéger elle-même puis les autres. Et puis, elle a réussi encore à se sauver. Elle dit, je ne veux pas être emprisonnée, je ne veux pas me faire enfermer. Puis là, Mme Gamelin a dit, OK, c'est correct. On a eu pitié d'elle. Et puis là, elle s'est sauvée encore. Puis là, une sœur qui l'a attrapée par le pied, mais elle n'a pas réussi, elle est tombée. Puis elle s'est tuée, évidemment. Alors là, c'est l'origine de Saint-Jean-de-Dieu. Ah oui. C'est l'origine de Saint-Jean-de-Dieu. Elle s'occupe de ça. Les filles qui venaient de la campagne pour se trouver du travail, qui voulaient s'engager comme bonnes dans les maisons, elles se sont vite aperçues que ces jeunes filles-là qui n'avaient pas de famille, leur famille était restée à la campagne, étaient dans la misère et puis étaient exposées aussi à la prostitution, ouais, c'est ça. Puis au mauvais traitement. Alors, on a une société qui va s'occuper des filles, de ces filles-là, pour leur donner une formation d'abord, et puis les protéger, leur donner un lieu, puis une formation, et puis être capable de sortir de cette misère-là, puis faire autre chose. Il y a aussi... Oui, une école, je crois. Une école, des sourds-muets. Oui. Des sourds-muets. Elle apprend que M. Lagorce, là, qui était venu à Montréal, avait été demandé par les Sulpiciens, je pense, ou par un curé de paroisse pour les sourds. Et puis quand elle apprend ça, elle dit, je l'invite. Elle dit, venez. Il y avait des sourdes parmi les vieilles, les infirmités, il y avait des sourdes puis des muettes. Alors, elle demande pour qu'une sœur suive les cours de M. Lagorce pour être capable de l'enseigner aux filles. Et elle va plus tard envoyer des sœurs qui vont aller en Europe pour se former, comme elle va envoyer en Europe des sœurs et des médecins pour Saint-Jean-de-Dieu, pour voir comment elle les envoie d'abord à New York, parce qu'il y avait une institution pour les prisonniers, pour en prendre soin. Et c'était le top de l'époque. Hein? Oui, c'est ça. Et donc, là, elle fait tout ça grâce au mécénat, à la générosité des gens. Et en 1846, là, on ne va pas faire toutes les crises, les épidémies de choléra, il y en a eu plusieurs, mais en 1846, il y en a une autre qui frappe. Et là, elle fait une demande d'aide aux autorités publiques. Oui. Et elle reçoit une lettre de Lord Elgin. Vous allez nous la citer. Hein? Oui, c'est vraiment... Une pièce d'anthologie, je vous la donne à la page 239. Oui, c'est ça. Lord Elgin lui répond que de l'argent, elle n'en aura pas. C'est ça. Et expliquez-nous pourquoi. Là. Non sans cynisme, le gouverneur général en conseil, le politique, stipule le 15 avril 1848 que reconduire la subvention pour les orphelins du typhus, parce que les orphelins du typhus avaient bénéficié d'une subvention d'un an. D'un an. En 47, donc on était en 48, fini. Serait introduire un système public d'aide aux pauvres que la charité de la population rend fort heureusement inutile. Voilà. Donc, vous faites bien le travail. Bienvenue, Mme Gamelin. Voilà, exactement. J'ai trouvé cette citation tout à fait incroyable. Oui. Maintenant, parlez-nous des derniers moments. Donc, en 1851... le choléra frappe à nouveau. Parlez-nous de ces derniers mois, dernières instants. Elle s'en va visiter une maison, je ne sais pas si c'est Sainte-Élisabeth avec eux. Et là, quand elle revient, elle dit, il y a un air de choléra dans l'air. Elle se sent pas bien. Elle revient et puis elle se couche. Et puis dans la nuit, elle est malade. Et puis elle meurt dans la nuit. Hein. C'est extrêmement rapide, c'est foudroyant. C'est foudroyant. C'est foudroyant. Alors, tout de suite, il n'est pas question de... On la met dans un cercueil et on met de la chaux
sur le corps. D'ailleurs, quand on a exhumé ses ossements, on a retrouvé des os qui étaient recouverts de la couche de chaux, qui étaient enterrés au sous-sol de l'asile de la Providence, au coin de Saint-Hubert, Sainte-Catherine. Pour conclure, en quoi trouvez-vous que son action est emblématique de toutes ces femmes? Parce que là, on parle d'Émilie Gamelin, mais il y en a eu d'autres, presque à la même époque. C'est ça qui est magnifique. Elle c'est toute sa vie, là. Elle a eu un parcours tel que c'est toute sa vie. D'autres, c'est des portions de leur vie, c'est des sections de leur vie. Et j'ai l'impression de dire que c'est vraiment... on était vraiment des chrétiens de l'Évangile. Des chrétiens de l'Évangile. On n'était pas des chrétiens du dogme, hein. Puis on n'était pas des chrétiens de la pratique tellement non plus, parce que les mariages avec des protestants, ça se fait. Puis des mariages à l'Église anglicane, ça se fait. Puis personne, dans la famille de Mme Gamelin, ça se fait. Ça se fait un peu partout, hein. Par exemple, Marguerite Marie de la Corne de Saint-Luc marie Lennox, qui est un Écossais protestant, évidemment. Et puis, elle s'en va avec lui, elle le suit, il meurt, elle revient avec ses enfants. Elle marie Jacques Vigée, qui est le premier maire de Montréal. C'était le passage d'une pratique religieuse à une autre. L'Évangile qui était, moi j'ai l'impression que l'Évangile qui imprégnait les mentalités, c'était un Évangile concret. Hein? C'est un Évangile, aide ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Elle l'a bien illustré. Ça, c'est assez. Hein? Ouais. C'est assez pour inspirer toute une vie, quand on le prend au sérieux. Mais pour moi, c'est ça. Pour elle, c'était... elle a trouvé son bonheur aussi, son épanouissement là-dedans. C'est pas misérabiliste. C'est les parcours religieux ajoutés qui ont introduit du misérabilisme. Et puis un discours qui n'était pas un discours naturel pour ces femmes-là. Il y a eu d'autres femmes, des grosses pointures à la même époque. Oui, la baronne de Longueuil. Oui, Rosalie Jeté. Rosalie Jeté. Et est-ce qu'elle avait des liens avec ces femmes-là? Je ne sais pas, mais Rosalie Jeté, c'est la miséricorde. Oui. Pas que je sache, c'était une veuve, elle aussi. J'ai jamais vu son nom parmi les... parce qu'elle, peut-être elle accueillait les filles mères, là, les filles de la prostitution. Et puis, elle s'occupait des enfants, de ses enfants. Puis les gens critiquaient ça. Hein? Est-ce que vous considérez que Émilie Gamelin est suffisamment célébrée, elle est présente dans notre mémoire collective? Ou... Bon, comme toutes les femmes, j'ai envie de dire comme toutes les femmes, non. Hein? Parce que c'est que le mouvement féministe, finalement, a amené, puis les mouvements qui ont travaillé dur, ont amené à une prise de conscience. Puis aujourd'hui, hein, dans les partis politiques, on va avoir la parité, on a mauvaise conscience. Mais moi, dans les premiers temps où on avait des femmes dans les facultés, par exemple, quand on avait la femme de service, on en avait assez. Hein? Faculté d'histoire, de théologie, que j'ai connue, là, moi. Oui. Donc, à votre avis, c'est à cause de... Et je pense que dans l'Église, on a toujours, au 19e siècle en particulier, les femmes ont perdu le droit de vote. Les patriotes qui leur ont enlevé le droit de vote parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop d'émeutes pendant les élections. Donc, ce n'était pas à la place des femmes. Mais les femmes, elles ont été très actives dans le social. Elles ont pris la portion qui leur était laissée. Mais on n'a jamais été capable, dans l'histoire, quand on a écrit l'histoire, quand est-ce qu'on a mis les femmes? Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, mais tu sais, il y en avait combien d'autres qu'on n'a pas nommées? Puis parce qu'il y avait des communautés pour pousser cette connaissance-là de leurs œuvres. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas eu une communauté derrière Marguerite Bourgeois, derrière Jeanne Mance, derrière... comment ça s'appelle? Marguerite Diouville. Oui. S'il n'y avait pas eu de communauté, elle serait tombée dans l'oubli. Vous dites, cette biographie a bénéficié de la recherche d'une sœur. Oui. Est-ce que vous croyez que l'Église a suffisamment reconnu la contribution d'Émilie Gamelin?
Bien, le fait qu'on a réussi à la faire béatifier, c'est déjà une reconnaissance de l'Église. Les sœurs, elles n'attendent pas les reconnaissances publiques. Elles continuent, on ne le sait pas, mais les sœurs de la Providence, d'abord, elles n'ont plus le costume, donc elles sont plus difficiles à reconnaître, mais elles continuent à faire des visites dans les familles. Elles continuent à s'occuper des prisonnières. Il y a le film, il y a un film qui a été fait... Les discrètes. Les discrètes. On est allé avec des sœurs de la Providence qui correspondaient avec des femmes en prison. Donc, il y a les œuvres qui ont été continues. Au-delà des reconnaissances. Exactement. Au-delà de la reconnaissance. Elles n'attendent pas la reconnaissance. Ouais. Elles poursuivent. Elles y croient, puis elles trouvent leur bonheur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la vie d'Émilie Gamelin, évidemment, il faut lire la biographie de Mme Robillard. Émilie Tavernier, trait d'union Gamelin. Oui. C'est pas comme ça qu'elle se donnait, c'était pas le nom qu'elle utilisait, mais on lui rend justice à son nom de fille. Je vous suggère aussi de lire Histoire des communautés religieuses au Québec, un livre assez récent, publié par Guy Laperrière. Et vous ici, il y a cette biographie c'est magnifique. Oui, de Roberto Perrin, Ignace de Montréal, artisan d'une identité nationale. C'est ça. Le titre est intéressant parce que c'est grâce à Bourgette que les Canadiens ont pu s'organiser alors que les Anglais étaient déjà organisés, ils avaient de l'argent, ils avaient déjà une université. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient l'université à Montréal, à Bourgette. Voilà. Madame Robillard, merci infiniment pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir.